Bonjour à tous, je m'appelle Annie Bourgault et je suis l'adjointe à la direction clientèle chirurgie et périopératoire au CHU de Québec, Université Laval. Je vais vous souhaiter la bienvenue à cette présentation du CHU de Québec concernant la gestion des interventions médicales qui génèrent des aérosols ou IMGA dans les blocs opératoires du CHU de Québec. Au cours de cette présentation, nous vous expliquerons comment au CHU de Québec nous en sommes arrivés à gérer les risques associés aux aérosols tout en opérant nos patients et ce, en utilisant de façon judicieuse nos équipements de protection individuelle. La stratégie employée a été développée par un groupe multidisciplinaire et le Dr Pierre-Luc Adoré, notre deuxième conférencier, vous en livrera les détails. Toutefois, avant de vous parler en long et en large de notre gestion du risque d'aérosol potentiellement infectieux en salle d'opération, la Dr Julie Bessman-Smith, la patronne des tests PCR au CHU Québec, vous expliquera comment fonctionne le test et à quoi il peut nous servir pour aider à la gestion des salles d'opération en temps de COVID. Dr Bessman-Smith, à vous la parole. Bonjour. L'objectif de ma courte présentation est de faire une brève description de l'analyse PCR pour la détection du SARS-CoV-2 et ainsi être en mesure de déterminer sa place comme analyse en préopératoire. Alors, comme conflit d'intérêt possible, je suis membre du comité provincial du diagnostic du coronavirus. Par contre, on n'a pas d'honoraire spécifique associé à ce comité-là. Alors, actuellement, euh, comme vous le savez, au Québec, le diagnostic de la COVID-19 est appuyé par la détection de l'ARN du virus SARS-CoV-2 par PCR et ça demeure le gold standard. Euh, En fait, si l'ARN viral est présent dans un spécimen, eh bien, on va amplifier au laboratoire cet ARN-là et on va émettre un résultat comme étant détecté. Au Canada, l'analyse a été développée par le Laboratoire national de microbiologie à Winnipeg. Puis, c'est une analyse qui est très similaire à celle qui a été développée par le CDC aux États-Unis. Au départ de la pandémie, c'était le LSPQ, le laboratoire de santé publique, qui faisait les analyses pour tout le Québec. Mais rapidement, comme stratégie, ça a été de décentraliser ces analyses-là vers les multiples laboratoires des grands CHU du Québec et tout le monde utilisait cette même analyse-là. Maintenant, le seuil de détection de cette analyse-là est évalué à peu près à 300 copies de virus par millilitre. On pourrait se questionner, est-ce que c'est beaucoup de virus? Est-ce que c'est peu de virus? En fait, puis la question est, quel est le nombre de virus nécessaire pour entraîner une infection? Actuellement, on ne connaît pas cette valeur-là. Par contre, c'est un seuil qui est considéré comme étant acceptable et c'est un seuil qui est similaire à celui qui est utilisé pour d'autres infections respiratoires comme l'influenza à chaque année ou le RSV, le virus respiratoire syncytial. Euh, de plus, depuis le début, c'est un seuil qui est reconnu comme étant acceptable, puis on s'y fie pour les mesures de prévention afin de contenir la pandémie. Actuellement, il y a plusieurs autres analyses commerciales qui ont été approuvées par la FDA et par Santé Canada, puis les seuils varient entre 100 et 1000 copies d'ARN viral. Donc, c'est vraiment situé là, dans des écarts là, qui sont tout de même acceptables là, avec notre 300 copies de virus par ml. De plus, dans notre laboratoire, on a évalué l'éventail des CT. Les CT, c'est le cycle threshold. Dans le fond, ça reflète le seuil de détection du virus. Et puis, dépendant si la CT est faible ou élevée, ça peut refléter l'excrétion virale, donc la quantité de virus qui est détectée. Donc, malgré le fait que ce n'est pas un PCR quantitatif, on peut avoir une idée de cette excrétion-là. Et puis, dans notre laboratoire, par exemple, on a évalué l'éventail de ces CT-là et on a pu voir qu'elles se situaient entre 14 et 39, 39 qui serait le seuil de détection. Puis, on obtient une médiane à peu près de 25, ce qui veut dire que dans la plupart des spécimens cliniques qu'on a dans notre laboratoire, eh bien, il y a quand même beaucoup de virus qui est présent. Maintenant, quelle est la sensibilité de l'analyse pour le diagnostic de la COVID-19? La réelle sensibilité clinique et ou épidémiologique de l'analyse n'est pas connue à ce jour parce qu'en fait, la sensibilité clinique serait
les cas détectés par PCR sur les vrais cas de patients infectés. Mais actuellement, on ne connaît pas qui sont ces vrais cas infectés de façon absolue. On peut se fier à un amalgame de facteurs comme par l'épidémiologie du patient, les symptômes, l'imagerie dans certains cas et évidemment la PCR et éventuellement la sérologie. Alors, quel est le risque que l'analyse PCR manque un vrai cas? En fait, ce qu'on sait actuellement, c'est que la plupart des patients symptomatiques infectés par la SARS-CoV-2 excrètent le virus maximalement lors de l'apparition des symptômes. Par contre, on sait qu'il y a certains individus qui sont asymptomatiques, mais qui excrètent tout de même du virus à un niveau similaire aux patients symptomatiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à tout moment au cours de l'infection, si le patient excrète du virus à un niveau qui excède le seuil de détection de l'analyse PCR et qu'il soit symptomatique ou asymptomatique, bien, un résultat détecté devrait être émis par le laboratoire. Quelles sont les causes de faux négatifs? En fait, tout ce qui est préanalytique, donc tout ce qui est avant l'arrivée au laboratoire, est extrêmement important. Évidemment, si la quantité de virus n'est pas assez importante dans le spécimen, ça va être possiblement un faux négatif. L'autre chose qu'il faut savoir, c'est le type de spécimen est important. On sait actuellement que le nasopharynx est le spécimen qui est le plus payant, entre guillemets, donc où on retrouve le plus de virus. Ensuite de ça, il y a la narine, la gorge, et on évalue actuellement la salive, le lavage nasopharyngé, la langue. Et il faut savoir également que certains patients qui sont rendus à une infection un peu plus sévère avec une atteinte pulmonaire basse, eh bien, les sécrétions endotrachéales pourraient être le meilleur spécimen. Maintenant, la qualité du spécimen prélevé est très importante. Si l'infirmière ou le professionnel qui fait le prélèvement passe pas assez de temps dans les muqueuses ou ne le fait pas comme c'est recommandé, bien, le prélèvement n'est pas adéquat, puis nous, on ne le saura pas nécessairement au laboratoire, c'est juste qu'on ne détectera pas le virus qui pourrait être présent si le spécimen avait été effectué de façon adéquate. Ensuite, il y a tout le transport du spécimen. Quel est le milieu qui est utilisé, la température à laquelle les spécimens ont été conservés, le délai d'analyse. Donc, au laboratoire, on peut contrôler un peu si c'est un milieu qui est inadéquat, on va émettre un rapport sous réserve où on ne fera pas l'analyse, mais tout de même, il faut savoir que tous ces paramètres-là peuvent moduler l'efficacité de l'amplification de l'ARN viral dans notre laboratoire. Maintenant, tout ce qui se passe au laboratoire, donc l'analytique, eh bien, il peut avoir la présence d'inhibiteurs, mais on a des contrôles qui nous permettent de voir justement si l'amplification s'est bien effectuée là, dans notre appareil. L'autre chose qu'il faut tenir compte, c'est les mutations virales. C'est possible qu'à un moment donné, le virus change son matériel génétique et que l'analyse ne permette plus d'amplifier le virus. En fait, ça a été déjà démontré. Au Québec, ça ne semble pas encore arriver. Par contre, nos experts au LXPQ sont sur des sites de surveillance et vont également faire des analyses génétiques, donc du séquençage pour voir s'il y a des mutations qui peuvent survenir dans ces virus-là et qui feraient que nos amplifications ne sont plus adéquates. L'autre chose qui nous permet de contrecarrer un peu ce phénomène-là, c'est lorsqu'on utilise deux cibles ou plusieurs cibles pour aller amplifier le virus. Donc, il serait plus étonnant que le virus modifie vraiment de façon significative deux endroits qui sont amplifiés par notre analyse là, au laboratoire. Maintenant, tout ce qui est post-analytique, évidemment, il peut y avoir des erreurs dans la transmission des résultats par rapport au mauvais nom, à la mauvaise identification. Donc, ça, c'est des erreurs qui peuvent toujours arriver, mais qui sont toutefois rarissimes. Alors, ce qu'il faut retenir ici, c'est que si le spécimen est prélevé tel que recommandé et que la quantité de virus dans le spécimen excède le seuil de détection de l'analyse, eh bien, le résultat devrait être détecté. Maintenant, quelle est la probabilité que l'analyse PCR manque un vrai cas au bloc opératoire? Ici, pour nous aider, on pourrait calculer la valeur prédictive négative, qui est en fait la probabilité que la condition ne soit pas présente lorsque le test est négatif. Donc,
quelle est la probabilité que ce soit vraiment un vrai négatif? Cette valeur-là est tributaire de 3 paramètres, soit la sensibilité, la spécificité et la prévalence de l'infection. Et ici, ce serait la prévalence de l'infection chez les patients asymptomatiques qui nous intéresserait au bloc opératoire. Pour la sensibilité de l'analyse, en fait, vous le savez, puis j'en ai parlé tout à l'heure, on ne la connaît pas réellement. Donc, on pourrait dire de façon minimale, est-ce que c'est 70%? Certains experts en biologie moléculaire pensent que c'est 90%. C'est actuellement inconnu, mais je crois qu'on peut trancher. C'est reconnu actuellement, là, on se dit que c'est à peu près de 80%, mais c'est une estimation. Pour la spécificité de l'analyse, là, de plus en plus de données nous disent que vraiment la spécificité est excellente et on peut parler de au-delà de 99% de spécificité. Maintenant, la prévalence chez les asymptomatiques, eh bien, au Québec, elle est inconnue parce que la grande majorité des patients qui ont été testés étaient symptomatiques. Donc, ça surestime évidemment la prévalence. Au bloc opératoire, en fait, c'est la prévalence d'une infection transmissible. Donc, chez un patient asymptomatique qu'il faudrait craindre, soit la proportion à un moment donné de la population qui est infectée et contagieuse et asymptomatique, et ce, à un moment bien précis lors de la chirurgie. Donc, cette prévalence serait vraiment très. Alors ici, je trouvais intéressant de vous montrer le taux de positivité dans les urgences du CHU de Québec depuis qu'on fait l'analyse dans nos laboratoires. Alors, on peut voir que depuis le 19 mars jusqu'au 7 juin, le taux de positivité était en moyenne de 1,75%, ce qui est relativement faible. Et ici, il faut se rappeler que ces analyses-là ont été faites majoritairement chez des patients symptomatiques ou encore chez des patients pour lesquels le clinicien avait un doute qu'ils soient infectés avec le SARS-CoV-2. Donc, il faut savoir qu'un patient qui est asymptomatique avec un questionnaire négatif en préopératoire, eh bien, le risque que celui-ci soit infecté par le virus est encore beaucoup plus faible. Ici, je vous présente un outil qui a été développé et publié pour tenter d'estimer la valeur prédictive de l'analyse. Alors, comme sensibilité, j'ai introduit la valeur de 80% telle qu'on en a discuté tout à l'heure, tout en mettant une probabilité minimale de sensibilité de 70% et maximale de 90%. Pour la spécificité, je l'ai mis à 99%. Et pour la prévalence, eh bien, des patients asymptomatiques, eh bien, j'ai tergiversé pendant longtemps. Mais je me suis dit, c'est certainement beaucoup moins que le 1,75% des patients symptomatiques à l'urgence. Je me suis dit, bon, c'est possiblement 10 fois moins, mais pour être le plus pessimiste possible, je l'ai mis à 5 fois moins, tout en mettant une probabilité minimale à 0,175 et maximale à 1,75%, comme on a vu là, dans le taux de positivité chez nos patients dans nos CHU de Québec dans les urgences. Alors, si on regarde les résultats obtenus avec ces paramètres, eh bien, on voit que la valeur prédictive négative est de 99,9% avec une probabilité post-test d'avoir un SARS-CoV-2 avec un résultat non détecté de 1 sur 996, avec un intervalle de confiance évidemment qui est très large parce que j'ai introduit des probabilités minimales et maximales quand même extrêmes, mais dans le pire des cas, ce serait 1 sur 442 dans le fond qui serait manqué avec notre analyse. Alors, en conclusion, les analyses pour la détection du SARS-CoV-2 évoluent. Éventuellement, nous aurons peut-être des tests plus sensibles, plus rapides et nous pourrons démontrer leur vraie sensibilité clinique. Par contre, pour le moment, on doit reprendre les activités médicales et chirurgicales. Je pense qu'on est tous d'accord, tout en balançant les risques associés à notre nouvelle réalité.
Toutefois, c'est certain que les conduites peuvent être modulées selon notre tolérance au risque. Puis je pense que c'est à chacun de nous, avec les équipes, d'évaluer là, quel est notre niveau de tolérance. Merci, Dr. Besman-Smith. Notre deuxième conférencier est le Dr. Pierre-Louis Cadoret, anesthésio-logiste au CHU de Québec. Dr. Cadoret pratique au CHUL, une des 5 installations du CHU de Québec. Dr. Cadoret, la parole est à vous. Alors, bonjour à vous à l'écoute. Je vous remercie d'abord de votre intérêt pour cette présentation qui est en fait l'illustration du travail colossal qui a été réalisé par différentes équipes du CHU de Québec, particulièrement le groupe de travail ou le comité sur la gestion des IMGA au bloc opératoire. Je vous présente aujourd'hui les principes de base et les procédés qui ont permis l'élaboration de la toute dernière version de la trajectoire de soins qui a été mise en place cette semaine dans les blocs opératoires du CHU de Québec. L'objectif de la présentation n'est pas que tous adhèrent à cette conduite, mais que cela puisse aider, guider ou encore inspirer d'autres établissements qui possèdent parfois moins de ressources que les centres universitaires. Voici donc le plan de ma présentation. Je débute en énonçant mon objectif. Je vous parle du contexte associé à la pandémie qui sévit actuellement. Je vous parle aussi du comité de gestion des IMGA au bloc opératoire duquel je fais partie dans le CHU de Québec. Quel est son mandat, sa composition, les principes directeurs qui nous ont guidés pour l'élaboration de notre trajectoire de soins. Je vous parle de l'utilisation du PCR 24 heures qui est au cœur de notre gestion du risque au bloc opératoire, qui va être au cœur de ma présentation aujourd'hui. Qui tester? Pourquoi tester? Quels sont les enjeux liés à l'implantation d'un dépistage préopératoire ciblé, puis les avantages longitudinaux associés à ce dépistage-là. Aussi, je souligne la collaboration multidisciplinaire qui a été essentielle à l'élaboration de nos recommandations. Puis finalement, je vous offre un aperçu de la version 3.0 de notre gestion du risque associée aux IMGA au bloc opératoire. Je vous mentionne rapidement que j'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer pour ma présentation. Alors voici l'objectif principal de ma présentation qui est de supporter les hôpitaux qui ont moins de ressources que les centres hospitaliers universitaires dans l'élaboration de conduites adaptées à la COVID-19 pour le bloc opératoire. C'est un objectif qui est significatif dans le contexte de la reprise progressive des activités chirurgicales délestées, puisque de plus en plus de gens vont entrer dans le bloc opératoire, on va faire de plus en plus d'actes, on va s'exposer à de plus en plus de patients. Donc, c'est important de faire tout ça dans la bonne façon. De la bonne façon si on ne veut pas risquer de se contaminer, de contaminer le personnel, de contaminer les patients. Puis si on veut aussi offrir le service à la population, de pouvoir les opérer, parce que ça fait plusieurs semaines que les listes d'attente s'accumulent là, grandement. Parallèlement à tout ça, j'espère aussi réussir à apaiser certaines frustrations associées à la diversité des recommandations provenant de sources multiples qui ont été émises dans les dernières semaines. On a lu beaucoup de choses, on a vu beaucoup de choses, puis on a remarqué que parfois, il y a plusieurs de ces points de vue-là ou de ces recommandations-là qui s'opposaient entre elles, puis qui ont certainement représenté tout un casse-tête pour chacune de vos équipes. Alors, je ne crois pas que personne s'attendait à ce que l'année 2020, la première moitié de 2020 du moins, soit aussi déstabilisante, aussi déroutante qu'est-ce qu'elle a été actuellement. Toutes nos activités, autant à l'extérieur qu'au travail, se sont vues perturbées par l'arrivée de la COVID-19. On a dû procéder à de grandes adaptations qui étaient nécessaires devant la menace de la pandémie. Ça a commencé avec le délestage des activités chirurgicales, où est-ce que pendant plusieurs semaines, nous avons effectué uniquement les chirurgies urgentes et semi-urgentes dans nos différents milieux. On a dû procéder à une adaptation importante de nos pratiques de base. On a dû voir les pratiques de protection, d'utilisation des équipements de protection individuels pour procéder à des soins sécuritaires aux patients puis éviter d'être contaminés ou de constituer une source d'éclosion de la maladie.
On a appris aussi la notion d'IMGA. Moi, ça fait pas si longtemps que ça, j'ai terminé ma résidence, ça fait quelques mois à peine. Puis pendant mes 5 années de résidence, j'avais jamais entendu parler de cette notion-là. Je suis être certain qu'il y en a plusieurs d'entre vous aussi, que c'est un concept totalement familier pour eux. Les interventions médicales générant des aérosols, puis le risque qui y sont associés. On a dû aussi faire des modifications majeures dans nos installations respectives. Ça constitue un défi d'ingénierie. Je dois dire que je pense être devenu, là, surtout dans les premières semaines, là, au fil des semaines, un expert en ventilation en salle d'opération. Au début, on avait songé mettre nos salles en ventilation pression négative. Pour permettre de se protéger, parce que c'est ce qui était recommandé pour la gestion des voies aériennes aux soins intensifs. Fait qu'on aurait pensé avec les ingénieurs, changer le sens de la ventilation pour pouvoir éliminer les aérosols. Rapidement, en parlant avec différents experts en prévention des infections au bloc opératoire, on s'est rendu compte que c'était peut-être pas la solution idéale parce que de passer en pression négative, mais ça augmentait énormément le risque de contamination chirurgicale du patient. Parce que c'est bien beau d'utiliser la pression négative aux soins intensifs quand on ne fait que gérer les voies aériennes, qu'on ne fait pas d'intervention chirurgicale au patient. Mais du moment qu'on brise sa barrière cutanée, qu'on y amène un risque d'infection, de passer d'une pression positive à une pression négative, mais ça augmente le risque de contamination du matériel, de l'équipement, de contamination des plaies. Fait que globalement, c'est probablement beaucoup plus risqué pour le patient de faire ça. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'en pression positive, avec l'efficacité de la ventilation, avec l'efficacité des temps d'échange d'air pour l'élimination de 99% des aérosols dans nos salles, mais qu'on n'était pas moins protégé en pression positive qu'en pression négative, même au contraire, potentiellement qu'on était mieux protégé tellement que nos ventilations dans certaines salles sont efficaces. On a dans beaucoup d'installations, commencer à installer des sas à pression négative dans nos salles d'opération, ce qui nous permettait d'avoir le compromis entre la sécurité associée aux aérosols en filtrant les aérosols pour éviter que quand on ouvre la porte de la salle d'opération, mais que le personnel, que l'équipement à l'extérieur de la salle puisse être contaminé. Donc, ces sas-là servaient essentiellement de filtre pour les aérosols. Il a fallu apprendre à utiliser ces sas-là, il a fallu les installer, discuter avec les ingénieurs de nos contraintes pour le déplacement des patients, qu'on voulait que ces sas-là aient le plus court temps d'échange d'air pour l'élimination des aérosols possible pour qu'on puisse rapidement passer du matériel, des prélèvements, des médicaments avec l'intérieur et l'extérieur de la salle. On a dû repenser l'aménagement de nos lieux physiques de façon à créer des zones froides, des zones chaudes dans nos blocs opératoires pour pas que les patients puissent se croiser puis que les patients qui sont pas à risque deviennent infectés par nos procédures. Il a fallu repenser l'aménagement de nos salles d'opération aussi en retirant de l'équipement, en réaménageant nos salles d'opération, en gardant seulement les médicaments essentiels dans les salles, de façon à éviter le gaspillage pour pas qu'il y ait pour éviter qu'il y ait des pénuries de médicaments. Puis finalement, il y en a eu aussi des pénuries de médicaments, donc il a fallu apprendre à gérer ces pénuries-là, puis à utiliser d'autres molécules ou à rationaliser notre utilisation de certains médicaments. Donc, beaucoup de défis en quelques mois depuis le début de cette année 2020. Avant d'aller plus loin, je veux quand même souligner qu'il y a plusieurs concepts associés à la gestion du risque au bloc opératoire qui ont été très bien expliqués par l'équipe du CHUM au webinaire de la FMSQ de lundi le 8 juin. Plusieurs des conduites et des raisonnements qui ont été présentés sont identiques ou du moins très similaires aux nôtres. C'est pourquoi que dans la présentation, je vais focuser essentiellement sur les éléments de la stratégie de gestion du risque au bloc opératoire qui diffèrent entre les approches du CHUM et du CHU de Québec. Ce qui explique ces différences-là, c'est principalement la situation épidémiologique qui est différente entre la région de la capitale nationale et la région métropolitaine.
À Montréal, les lits d'hospitalisation, les lits de soins intensifs ont été bondés, voire même presque surchargés là, de patients atteints par la COVID, ce qui est loin d'avoir été le cas là, dans la région de Québec. Oui, on a eu quelques patients hospitalisés, oui, on a eu quelques patients aux soins intensifs, mais nos unités, ils ont été loin d'être débordés là, par ce flot de patients-là. La prévalence communautaire active dans la région de Québec est plus faible que dans la région de Montréal. Puis cette situation épidémiologique-là est possiblement plus proche de celle de plusieurs autres régions du Québec. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec le CHU de Québec, ben, le CHU de Québec, en fait, ça consiste en 5 installations qui comportent chacune leur propre bloc opératoire. Initialement, face à la menace de la COVID-19, ben, chaque bloc opératoire a commencé à développer sa propre gestion du risque, sa propre trajectoire de soins pour la prise en charge des patients COVID avec l'appui, l'aide, en posant des questions aux différents sites, mais essentiellement, chaque site était responsable de l'élaboration de ces recommandations. Ça a amené beaucoup d'incohérences entre les installations, puis cette incohérence-là a amené de l'incertitude puis de l'anxiété dans les équipes, parce que c'est pas une si grande ville que ça, Québec, puis tout le monde connaît les gens qui travaillent dans chacun des sites de la ville. Puis là, quand on se met à parler avec les gens qui travaillent ailleurs, on se rend compte que on se protège pas de la même façon, que des fois pour exactement le même geste chirurgical, les protections sont différentes. Alors là, la question se pose au sein des intervenants, est-ce que nous qui se protégeons moins, est-ce qu'on est moins protégés, est-ce qu'on est plus à risque, est-ce qu'on va attraper la maladie, est-ce qu'on va en mourir parce qu'on fait mal les choses? Cette anxiété-là peut grimper rapidement, ça diminue énormément l'adhérence à nos recommandations. Donc, dans un souci d'augmenter la cohérence, d'augmenter l'adhésion et la sécurité globalement de notre personnel, mais c'est devenu une solution de procéder à l'élaboration d'une trajectoire harmonisée plutôt que de 5 trajectoires distinctes. C'est très simple à dire comme idée, mais ça a été un défi de taille à réaliser parce que dans chaque établissement, il en demeure pas moins qu'il y a des pratiques qui sont parfois différentes. Les gestes chirurgicaux ne sont pas les mêmes. Donc oui, ça a été un travail de taille. Est venu donc le comité de gestion des IMGA au bloc opératoire afin de créer cette trajectoire harmonisée-là. C'est un mandat qui a été donné par la direction de l'établissement, qui était la création d'un groupe de travail sur la gestion des IMGA au bloc opératoire visant l'obtention d'une trajectoire harmonisée dans le CHU de Québec. Donc, notre rôle était d'élaborer la trajectoire de soins pour la clientèle chirurgicale, puis aussi d'agir selon des principes directeurs qu'on allait avoir établis à la base. La composition de l'équipe du groupe de travail de la gestion des IMGA au bloc opératoire, en fait, c'est 10 personnes. Une adjointe, l'adjointe au directeur à la direction chirurgie et périopératoire, qui a joué un rôle fondamental dans l'élaboration des trajectoires de soins et surtout dans l'application de celles-ci. Elle a permis d'établir un lien solide et nécessaire, d'une part, entre notre comité et la direction du CHU de Québec, d'autre part, entre notre comité et tout le personnel nursing. Puis ce lien-là était somme toute nécessaire à l'élaboration, à l'adhérence, à l'implantation de nos recommandations. Dans l'équipe, il y a 4 chirurgiens, dont les chefs de service en ORL et en chirurgie maxillofaciale, qui sont des grands producteurs d'IMGA. Presque toutes les interventions que ces deux spécialités-là font ont un haut risque, un haut potentiel de générer des aérosols. Il y a 3 anesthésiologistes et 2 infectiologues qui d'ailleurs siègent sur le CINC, sur le Comité des infections nosocomiales du Québec, ce qui nous a permis d'assurer un arrimage entre notre trajectoire et les recommandations de l'INSPQ.
Ensuite, ça a été quoi nos principes directeurs qui nous ont guidés, qui nous ont orientés pendant toutes les heures de réflexion sur cette trajectoire de soins-là? Le premier, c'est la sécurité du personnel. Pour nous, il était très important qu'il n'y ait pas de différence dans les équipements de protection en fonction du rôle en salle d'opération. Donc, à exposition égale, protection égale pour tous les membres de l'équipe présents dans la salle. Donc, si les chirurgiens jugent que le risque d'une intervention justifie le port d'une protection aérienne contre les aérosols, donc le port du N95, mais durant la période de risque, tous doivent être en précaution aérienne dans la salle. On jugeait qu'il était inacceptable de ne pas protéger tous les intervenants dans ce contexte, considérant qu'un aérosol, ça peut voyager, puis ça peut autant se rendre à l'intervenant qui est dans le coin de la salle que à celui qui est à côté du patient. Ce qui est différent d'une protection gouttelette contact, où est-ce qu'on a ajouté la protection oculaire là, pour le COVID, où est-ce que cette protection-là s'applique aux intervenants qui vont être dans la zone de projection des gouttelettes ou des liquides biologiques du patient, donc à l'intérieur de 2 mètres. Fait que c'était important pour tout le personnel de la salle d'opération, mais c'était important aussi que ce principe-là soit uniforme dans tout le CHU de Québec. C'est-à-dire que pour une même intervention, on jugeait que c'était incohérent puis en quelque sorte inacceptable que pour la même chirurgie, à un hôpital, il y a une précaution aérienne, puis dans un autre, ils fassent ça selon des pratiques de base. Donc, on cherchait une uniformité dans ces conduites. Deuxième principe, c'est la prestation de soins sécuritaires aux patients. Ça apparaît simple et évident, mais ça constitue un enjeu en situation de pandémie, parce que la réduction du risque pour le personnel ne doit pas non plus compromettre la qualité des soins dispensés aux patients. Puis, comme que je vous parlais tout à l'heure dans les défis qu'a représenté la pandémie, un des défis a été l'aménagement des salles d'opération pour avoir une zone chaude où est-ce qu'il y avait des salles d'opération dédiées aux patients COVID. Mais il faut aussi, en quelque sorte, accepter que l'utilisation d'une salle dédiée COVID peut augmenter significativement le risque pour les patients, puisque ces salles-là sont aménagées différemment des salles standards où est-ce qu'on est habitué, où est-ce qu'on est à l'aise, où est-ce qu'on est confortable de travailler, où est-ce qu'on connaît où se situe l'équipement d'urgence, les médicaments d'urgence. Donc, dans les salles COVID, on avait beaucoup moins d'équipements. Ces équipements-là n'étaient pas toujours au même endroit. Puis, il y avait les sas qu'il fallait apprendre à utiliser, puis utiliser de la bonne façon pour ne pas risquer de se contaminer, puis pour optimiser les échanges de matériel entre l'intérieur et l'extérieur de la salle. Ainsi, dans les salles COVID, puisque le matériel est restreint pour éviter la contamination, puis pour alléger la charge de travail aux individus, l'accès est plus restreint à certains équipements et médicaments d'urgence. Il y a aussi beaucoup de facteurs dans ces salles-là qui augmentent le temps de réaction des intervenants. Bon, le principal, c'est le temps d'attente avec les sas pour éviter que les aérosols aient contaminé l'extérieur de la salle d'opération. Le temps de réaction est aussi dépendant du personnel à l'extérieur de la salle avec lequel la communication est souvent difficile à la base. Il a fallu, puisqu'on n'a pas de visuel direct avec ces gens-là souvent, puis que ces gens-là peuvent être en train de se déplacer pour aller chercher de l'équipement dans les réserves, il a fallu penser à des stratégies de communication. Mais on s'est rapidement rendu compte que la communication n'était pas tout le temps facile. Il y a du bruit dans la salle d'opération, puis parfois c'est difficile que le message soit bien transmis. C'est difficile quand la chirurgie se déroule bien. Alors imaginez dans une situation d'urgence où est-ce que le bruit devient amplifié, puis que l'anxiété des intervenants est plus grande, comment que la communication peut devenir un obstacle aux soins du patient. Il y a aussi l'inconfort du personnel qu'il ne faut pas négliger. Porter un N95 de façon prolongée, je pense que tout le monde qui a fait l'essai peut appuyer que ça nuit quand même à
la concentration. On pense constamment à l'inconfort que l'N95 prolongé peut nous porter. Puis cet inconfort-là, mais ça change un petit peu notre façon, notre efficacité à penser. Il y a un niveau d'anxiété aussi important qui règne dans les salles COVID, par le niveau d'anxiété qui est généré par la peur du risque, la peur d'être contaminé, la peur d'être le prochain patient qui va se retrouver aux soins intensifs si on fait une erreur de procédure, si on est mal protégé, si on a mal identifié le patient à risque. Le troisième principe, c'est l'utilisation rationnelle des équipements de protection. Puis c'est important afin d'éviter les pénuries. On convient tous que c'est essentiel de se protéger convenablement. Mais y a-t-il des risques à trop se protéger? Est-ce qu'on doit viser un risque très faible d'être contaminé ou est-ce qu'on doit viser un risque zéro, un risque nul d'être contaminé? Le risque, en visant des risques très très faibles ou un risque nul, c'est toujours de consommer tellement d'équipements de protection qu'on tombe en situation de pénurie, de consommer tellement d'équipements de protection pour des patients qui constituent un risque globalement faible d'être des vecteurs de contagion, que finalement, on vienne qu'on n'a plus assez d'équipements de protection pour se protéger adéquatement contre les vrais patients qui présentent un risque contagieux. Alors, je passe maintenant au cœur de la présentation, qui est l'utilisation du PCR 24 heures, qui est en fait une distinction importante là, de notre trajectoire. Le PCR 24 heures, en fait, c'est le test COVID qui est réalisé, qui est prélevé aux patients au maximum la veille là, de leur chirurgie élective afin qu'on ait le résultat là, pour leur chirurgie du lendemain. On s'est beaucoup informé, on est allé chercher de l'information, des références pour l'utilisation du test, pour comprendre le test, pour comprendre sa valeur prédictive négative, afin d'utiliser le PCR préopératoire comme un outil d'identification d'une fenêtre de non-contagiosité qui pourrait nous être utile pour la réalisation des IMGA au bloc opératoire. Donc, il a fallu d'abord comprendre le test, puis aussi expliquer aux médecins l'utilité et la validité du PCR pour évaluer le risque infectieux associé aux IMGA au bloc opératoire. À ce stade, on ne tient pas à savoir quel patient qui est en phase d'incubation et qui pourrait éventuellement développer la COVID-19. On veut que le PCR 24 heures nous serve à identifier les patients qui présenteront pas de risque de transmission par des aérosols lors des IMGA pendant leur chirurgie parce que la charge virale est nulle ou non détectable chez le patient. Selon notre évaluation du risque, tous les patients qui présentent un risque autre que minimal d'être porteurs du coronavirus, ils seront testés dans les 24 heures précédant leur chirurgie. Afin justement qu'on puisse utiliser le test négatif pour s'assurer d'une fenêtre de non-contagiosité pendant les IMGA au bloc opératoire. Alors maintenant, qui tester? Qui sont les patients qui présentent un risque autre que minimal d'être porteurs de la COVID? En fait, pour nous, on a considéré que c'était 3 catégories de patients. Donc, d'abord, les patients adultes qui sont évalués selon notre évaluation du risque à risque intermédiaire. Pour présenter un risque intermédiaire, il fallait répondre à une des 3 conditions qui sont énoncées plus bas. Donc, soit avoir eu un contact significatif. Donc, un contact significatif, on le définit comme un contact étroit à moins de 2 mètres et prolongé d'au moins 10 minutes cumulées avec une personne qui est soit infectée, suspectée ou en investigation pour la COVID-19 qui ne portait pas de masque. Il y a aussi le non-respect de la distanciation sociale. C'est un concept qui a été développé localement pour la gestion des IMGA au bloc opératoire, qui est un concept
qui demeure subjectif, mais qui nous donne quand même une idée des patients qui pourraient présenter un risque supérieur. En fait, ce qu'on veut savoir, c'est qui les patients qui respectent pas les recommandations de la santé publique. Donc, c'est sûr qu'il y en a qui vont avoir l'impression qu'ils respectent, il y en a qui ne auront pas toute la vérité, mais quand même, à l'aide d'un questionnaire là, qui a été développé par la PCI, qu'on administre aux patients là, avant sa chirurgie, on est quand même capable d'identifier le patient qui clairement va nous dire, ben non, moi je fais pas attention, je me protège pas quand j'ai des contacts rapprochés, je vois mes amis comme d'habitude, je fais mes activités comme d'habitude. On considère qu'un patient qui nous dit ça est quand même plus à risque d'être porteur qu'un patient qui nous dit clairement qu'il a respecté les recommandations de santé publique. Il y a aussi les personnes travaillant ou séjournant dans un milieu endémique, puisque la majorité des tests là, qui sont positifs là, dans les dernières semaines proviennent de patients ou travailleurs des milieux endémiques, mais on a jugé que ça, c'était un risque qui était important pour nos patients. La notion de milieu endémique, mais dans notre établissement, on nous fournit là, une liste qui est mise à jour quotidiennement des CHSLD, RPA et ARI qui sont endémiques là, actuellement pour la COVID. Deuxième catégorie de patients qu'on juge qui présentent un certain risque, mais c'est les patients chez qui on va faire des chirurgies qui sont à haut risque d'IMGA. Donc, ces chirurgies-là vont être testées. Il y a quelques exceptions qui sont issues d'un consensus chirurgical chez qui on va maintenir les protections. Je vais vous présenter ça là, dans les prochaines diapositives. On a aussi jugé que la clientèle pédiatrique présentait un risque supérieur. La raison de tout ça, c'est que avec la réouverture des écoles, des garderies, mais on trouve que la population pédiatrique est la plus susceptible actuellement d'être infectée dans la communauté. Puis d'autant plus qu'il est très difficile et parfois même on pourrait dire qu'il est déraisonnable d'imposer le respect des mesures de distanciation physique à la clientèle pédiatrique. Pour cette raison, du moins pour le moment, on considère ces patients-là à risque intermédiaire et tous les patients pédiatriques vont être testés, si le temps le permet, avant leur intervention chirurgicale. Alors maintenant, pourquoi tester nos patients? Bien, la rationnelle devant l'utilisation des tests, c'est que si on teste un patient, c'est que ça doit nous mener à un changement de conduite. On ne voit pas de grande utilité avec la faible prévalence qu'on a dans la région de la capitale nationale actuellement, puis en fait depuis le début de la pandémie, de tester tout le monde parce que ça ne changera pas notre conduite. Il y a d'ailleurs une recommandation de l'INES qui est apparue là, en date du 29 mai, qui dit que pour les interventions médicales ou chirurgicales qui pourraient nécessiter une intubation, on peut offrir le PCR de dépistage dans les 48 heures précédant l'intervention. Par contre, on indique quelques lignes plus loin que l'utilisation du PCR doit clairement être associée à un changement dans la gestion des cas et des conduites thérapeutiques. Donc, cette recommandation-là de l'INES, ça s'emboîte très bien dans notre vision, dans notre utilisation là, actuelle des tests de dépistage, où est-ce qu'on va tester seulement la population chez qui on va avoir un changement de conduite en présence d'un test négatif. Cette façon de faire-là, d'utiliser le test seulement lorsque ça amène un changement dans notre conduite, ça explique pourquoi on teste seulement les patients qui, d'après notre évaluation, présentent un certain risque d'être porteur du coronavirus, un risque plus que faible. Cela s'applique dans le contexte que dans la capitale nationale, on a une prévalence communautaire qui est faible. Puis pour les patients jugés à risque faible d'être porteurs du coronavirus puis qui ne subissent pas de chirurgie à haut risque d'aérosol, ben, on recommande les précautions de base pour les soins aux patients. Maintenant, pour les patients qui ont un risque plus que faible, chez qui on
on va procéder au dépistage par le PCR 24 heures. Mais quand le résultat au PCR va être positif, bien naturellement, à part si on a besoin de procéder à une chirurgie, on a des raisons de procéder à une chirurgie urgente, on va reporter la chirurgie jusqu'à ce que le patient soit guéri. Maintenant, en présence d'un PCR 24 heures négatif dans ces populations à risque supérieur-là, ben, on va procéder aux précautions de base pour l'ensemble des intervenants parce qu'on va juger qu'on va réaliser les IMGA dans la fenêtre de non-contagiosité du patient. Donc, c'est sécuritaire d'y aller avec les pratiques de base. Il y a quelques exceptions qui, comme je l'ai dit tantôt, qui vont être discutées là, dans quelques instants. Parmi ce qui a motivé notre volonté d'utiliser le PCR 24 heures en dépistage préopératoire des patients à risque, c'est ce qu'on pourrait appeler le principe de double sécurité. D'abord, la sécurité du personnel. En rendant les patients qui présentent initialement un risque intermédiaire maintenant à risque faible, en obtenant un PCR négatif 24 heures avant la chirurgie, bien, on assure à notre personnel un risque faible au minimal de contracter l'infection. On assure aussi de préserver les équipements de protection individuelle pour les cas qui vont vraiment présenter un risque augmenté. La double sécurité, c'est aussi la sécurité du patient. Les salles, en faisant ça, on réserve les salles COVID aux patients qui présentent un risque supérieur. Comme je l'ai déjà abordé un petit peu plus tôt, l'utilisation des salles COVID, ça peut entraîner un risque qui est augmenté pour le patient dans certaines circonstances, dans certaines conditions. Ça va aussi amener un accès aux soins chirurgicaux favorisés pour nos patients. Puis ça aussi, ça fait partie de la sécurité des patients. Parce que en permettant de se convaincre que le risque du patient qu'on a devant nous est faible en obtenant un PCR négatif dans certaines populations, on augmente grandement l'efficacité de nos blocs opératoires parce qu'on élimine la phase d'attente pour l'élimination des aérosols qu'on a après l'intubation, après l'extubation de nos patients. Ça facilite donc le déroulement du programme opératoire. De cette façon-là, la reprise des activités chirurgicales dans nos différents sites est facilitée. En favorisant l'accès aux soins chirurgicaux, la sécurité des patients est augmentée selon nous. Elle sera augmentée parce que les anesthésies seront plus courtes, parce que la gestion des voies aériennes du patient sera plus simple, parce qu'on a tous élaboré des protocoles d'intubation des patients à risque, où est-ce qu'on privilégie l'utilisation de la séquence rapide chez nos patients. Les anesthésistes, les chirurgiens, les infirmières, les inhalothérapeutes, ils seront moins distraits par les soucis ayant trait à la lourdeur des processus, à l'inconfort associé au port des équipements de protection, à leur sécurité personnelle. Il y a plus de patients qui pourront être opérés, ce qui va réduire les temps d'attente sur les listes opératoires. Le temps d'attente qui a gonflé énormément durant la crise. Ça va ainsi réduire le risque que la condition médicale du patient qui nécessite une chirurgie et qu'elle progresse dans l'attente de sa chirurgie. Implanter l'utilisation du PCR 24 heures en préopératoire pour le dépistage ciblé des patients à risque, ça comporte plusieurs enjeux importants. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut repenser les lieux physiques, il faut avoir des espaces pour pouvoir faire le dépistage, pour pouvoir faire les prélèvements de ces patients-là qu'on va faire venir la veille de leur chirurgie, des espaces qui vont aussi permettre le respect de la distanciation sociale entre les patients. Ça prend un personnel en nombre suffisant. On a besoin de personnel infirmier pour réaliser les prélèvements qui vont être disponibles dans nos cliniques préopératoires toute la semaine. Ça prend aussi surtout du personnel compétent. Parce que si la base de notre réflexion, c'est de faire passer un patient qui présente, selon notre évaluation, un risque intermédiaire, puis en faire devenir un patient à risque faible ou minimal, mais on a la nécessité d'avoir un test qui est valide. Puis la première étape dans la validité d'un test, c'est que le prélèvement il soit adéquat. Donc, on a dû former des infirmières dans nos cliniques préopératoires
pour réaliser les tests, réaliser le prélèvement nasopharyngé de la bonne façon pour que notre validité du test soit importante. On a aussi formé des gens pour superviser les équipes qui prélèvent. De cette façon-là, on assure une supervision, une formation continue, une surveillance de la validité de nos tests. Ça nous prend aussi des équipements en quantité suffisante. On se rend rapidement compte que plusieurs patients qui vont être dépistés certaines journées du bloc opératoire, il faut qu'on ait un nombre suffisant d'échantillons, il faut qu'on ait des équipements de protection pour le personnel aussi qui font les prélèvements. Ça nécessite aussi, à partir du moment qu'on décide de faire le dépistage préopératoire, que les cliniques pré-op soient ouvertes le dimanche, parce que les patients qui vont être opérés le lundi, ils doivent être prélevés la veille, ils doivent être prélevés le dimanche. Donc, il faut que les coordonnateurs de nos blocs opératoires prévoient que ça prend du personnel le dimanche dans nos cliniques préopératoires pour appeler les patients, pour les faire venir, puis pour les tester. Ce qui n'est pas si simple à instaurer. Il faut aussi que les chirurgiens, les spécialités chirurgicales, créent des listes des chirurgies qui vont devoir être testées, des listes des chirurgies qui vont être associées à des IMGA, à partir desquelles il va être facile de se référer à leur requête chirurgicale, puis de voir, OK, cette opération-là, je dois la tester. Il faut que ce soit un algorithme facile à réfléchir au préopératoire pour éviter qu'il y ait des patients qui auraient dû être testés, qui ne le sont finalement pas, puis éviter que des patients qui n'auraient pas dû être testés soient finalement testés. Ça prend aussi la formation d'ordonnance collective pour que l'infirmière, mais quand elle considère que le patient, avec son évaluation, en suivant la liste des interventions qui nécessitent un test, quand elle décide que oui, le patient doit avoir un PCR avant sa chirurgie, ben, il faut qu'elle ait l'ordonnance collective pour la prescription du test à ce patient-là, pour pouvoir le réaliser, pour pouvoir qu'il soit interprété au laboratoire dans des temps opportuns. Une de nos façons de faire a aussi été de créer des étiquettes qu'on appose sur les prélèvements qui indiquent que ça provient de la clinique préopératoire, de sorte que ça indique au laboratoire que oui, ce prélèvement-là, il est à faire, mais il n'est peut-être pas à faire dans l'immédiat s'il y en a des plus urgents dans l'hôpital. Par contre, il faut s'assurer que les résultats de ces prélèvements-là soient disponibles avant le lendemain matin, soient disponibles durant la nuit, avant le début de la journée chirurgicale, pour qu'on ait les résultats des patients. Il faut aussi qu'on réussisse, pour les patients qui ont un résultat positif, de les appeler pour annuler leur chirurgie, puis d'éviter qu'ils se présentent à l'hôpital, puis qu'ils risquent, s'ils sont contagieux, de transmettre l'infection aux autres patients, au personnel qu'ils vont rencontrer dans leur cheminement dans l'hôpital. Ça nécessite aussi qu'on fasse de l'enseignement sur la compréhension du dépistage des patients asymptomatiques. Je pense surtout là, pour le patient hospitalisé. Il ne faut pas penser que parce que le patient est testé par un PCR la veille de la chirurgie, que c'est parce qu'il présente un risque en dehors de la phase où est-ce qu'on génère les aérosols. On teste le patient en raison de la réalisation des IMGA au bloc opératoire. On ne le teste pas parce qu'on pense qu'il est un risque de contagion quand il est à sa chambre en l'absence d'IMGA. Il faut se rappeler que c'est des patients asymptomatiques. Il ne faut pas maintenant que ces patients-là, si on les teste, soient transférés dans des zones tièdes parce que les gens ont peur de se contaminer, puis que là, le patient dans la zone tiède, mais c'est lui qui est à risque d'avoir un préjudice parce qu'il pourrait être contaminé par d'autres patients qui sont réellement porteurs du coronavirus. Donc, c'est important de maintenir l'identification en zone froide de ces patients-là. L'utilisation du PCR, du dépistage ciblé des patients à risque, ça va aussi avoir des avantages dans le temps. Ça va nous permettre un suivi des taux de positivité chez nos patients. On va pouvoir connaître quelle est la proportion réelle d'asymptomatiques potentiellement contagieux dans la communauté. Est-ce qu'on va avoir des tests positifs chez des patients asymptomatiques? Probablement. Puis
peut-être pas tant que ça, selon les tendances actuelles au Québec, où est-ce qu'on voit que le nombre de cas positifs quotidiennement est à la baisse jour après jour, puis qu'au moment où je vous parle, on est autour de 150, 160 nouveaux cas positifs dans la province de Québec. Alors, dans la région de la capitale nationale, où est-ce qu'on a eu relativement peu de cas par rapport à la quantité de population qu'on a, ben, sûrement que la présence du virus dans la communauté est très faible, puis qu'on n'aura pas tant que ça de cas positifs inattendus dans notre dépistage des patients asymptomatiques. Mais combien on va en avoir, on ne peut pas le savoir. Mais on va pouvoir le suivre dans le temps. Cela va donc nous permettre la mise en place d'indicateurs d'augmentation de la prévalence communautaire qui nécessiterait un ajustement des conduites locales. C'est une sorte de mine d'or d'informations qu'on a pour le suivi de ce qui se passe dans notre communauté. C'est une forme de dépistage communautaire, mais qu'on fait dans nos cliniques préopératoires. Ce n'est pas exactement représentatif de toute la population, car les patients en attente d'une chirurgie pourraient certainement respecter davantage les recommandations de la santé publique ou encore leur condition médicale fait en sorte qu'ils restent davantage à la maison. Ce qui fait que ces patients-là sont plus prudents, ils font moins de sorties, sont peut-être moins à risque de contracter le coronavirus. Néanmoins, ça nous donne quand même de précieux indices de ce qui se passe dans la communauté. Alors, si à un moment, on voit qu'on commence à avoir de plus en plus de positifs chez nos cas asymptomatiques, bien là, il faut que ça allume des lumières. Il faut qu'on se questionne sur est-ce qu'on doit procéder à une augmentation de nos niveaux de protection lors de nos chirurgies? Est-ce qu'on doit passer au dépistage préopératoire systématique de nos patients, que tous les patients qui sont opérés, on doit les tester afin d'assurer la protection adéquate de notre personnel, mais aussi afin d'assurer la sécurité des patients. Ce dernier point, d'assurer la sécurité des patients en présence d'indices d'une hausse de la prévalence communautaire dans notre population du coronavirus, mais c'est basé sur un article qui est paru dans le Lancet il y a quelques jours et qui vous a été présenté par Dr Mercier-Laporte lors du webinaire de la FMSQ du 8 juin. Dans cet article-là, ils ont noté une augmentation importante de la morbidité respiratoire et de la mortalité post-opératoire des patients qui avaient dû être opérés en étant COVID positif. Comme je l'ai mentionné plus tôt, avec la faible prévalence communautaire active actuelle dans la région de Québec, on ne s'attend pas à avoir beaucoup de tests positifs au dépistage ciblé tel qu'on vous le décrit. En ce sens-là, si de façon inattendue, on obtiendrait un nombre significatif de PCR positifs avec notre dépistage ciblé à des patients asymptomatiques, mais cela nous inciterait fortement à passer au dépistage préopératoire systématique pour éviter que des patients positifs soient opérés, pour éviter les complications, l'augmentation des complications respiratoires et de la mortalité chez ces patients-là. Mais présentement, comme je vous ai dit, on ne s'attend pas à avoir des cas positifs à tous les jours qui sortent de notre dépistage ciblé, mais si on se trompe, on va pouvoir rapidement s'ajuster. Surtout que maintenant, de tester les patients en préopératoire de leur chirurgie, ça va être implanté. Tous les enjeux que je vous ai parlé plus tôt, on y a réfléchi, on a corrigé, on va en découvrir d'autres problèmes qu'on va corriger. Donc, on est mieux préparé à passer au dépistage systématique si on en a besoin, si on a des indices que la transmission communautaire est à la hausse. Tout ce travail-là, toute cette réflexion-là, puis l'adhérence à nos réflexions, puis nos recommandations, aurait été impossible sans la collaboration multidisciplinaire entre les chirurgiens, les anesthésistes et tous les membres du personnel. Afin d'arriver à ces recommandations-là, on a dû rencontrer les équipes chirurgicales, rencontrer spécifiquement les spécialités chirurgicales qui sont génératrices d'IMGA au bloc opératoire.
C'est ce qu'on pourrait appeler le consensus des plus exposés, qui, pour une même intervention anesthésique ou chirurgicale, détermine au final le niveau maximal des précautions à prendre, et ce, peu importe l'installation du CHU de Québec où a lieu l'intervention, afin que les conduites soient uniformes, afin qu'il n'y ait pas d'incohérence dans nos pratiques, puis que tout le monde adhère aux mêmes recommandations. Pour faire ça, on a organisé des réunions en sous-groupe où est-ce que des membres de chaque spécialité chirurgicale qui procèdent à des interventions à haut risque de générer des aérosols étaient présents. Puis pendant ces réunions-là, où est-ce que les gens discutaient des risques associés aux IMGA, mais Dr. Bestman-Smith faisait une présentation de la valeur du PCR 24 heures préopératoire à ses chirurgiens afin qu'il y ait une base sur laquelle réfléchir à leur risque. L'objectif général était d'établir un consensus afin d'identifier les interventions pour lesquelles les chirurgiens étaient à l'aise de procéder selon les pratiques de base, donc sans précaution additionnelle, en présence d'un PCR 24 heures négatif, considérant les évidences actuelles. Ainsi, les groupes en question devaient identifier d'abord toutes les chirurgies qui sont des IMGA. C'est à partir de là qu'on a créé les listes que je vous parlais, qu'on a remis au préopératoire, les listes de toutes les IMGA qui pourraient être dépistées en préopératoire. Parmi ces chirurgies-là, mais il fallait identifier les IMGA pour lesquelles, en présence d'un PCR négatif, les chirurgiens étaient à l'aise de passer aux pratiques de base. Donc à l'aise d'enlever les précautions aériennes. En contrepartie, il fallait aussi identifier les IMGA pour lesquels, en présence d'un PCR négatif, les chirurgiens, pour le moment, préféraient maintenir les précautions aériennes. Pour les quelques interventions où le risque était jugé trop grand par certains intervenants, donc où on maintient les précautions aériennes pour ces IMGA, on considérait que le PCR était en quelque sorte futile, car c'est justement la situation où est-ce que, malgré un PCR négatif, on n'obtient pas un changement de pratique. À partir de ce moment-là, toute initiative de porter un élément d'équipement de protection individuelle de classe plus élevée que celle qui est recommandée pour cette intervention par le consensus des plus exposés est fortement découragée. Puis ça, on a jugé que c'était nécessaire pour obtenir une adhérence de tous les intervenants au bloc opératoire à nos recommandations, puis afin de maintenir la confiance du personnel, puis une atmosphère de travail favorable pour la prestation des soins aux patients. La collaboration multidisciplinaire inclut aussi la réflexion des gestes réalisés sur les gestes réalisés au niveau de la gestion des voies aériennes par les anesthésistes, puisque l'intubation et l'extubation sont des interventions médicales qui génèrent des aérosols. À Québec, dans le contexte d'une faible prévalence communautaire de la COVID-19, considérant que l'intubation et l'extubation sont des interventions de très courte durée dans les atmosphères contrôlées, considérant le port du masque et de la protection oculaire lors de la gestion des voies aériennes durant la pandémie, parce que, en tout cas dans nos milieux, le fait de porter des lunettes de protection lors de l'intubation et l'extubation, qui sont pourtant des manœuvres qui génèrent des gouttelettes biologiques, on ne portait pas de façon systématique la protection oculaire, alors que maintenant, ça fait partie de ce qu'on recommande. Donc, c'est une sorte de mise à niveau des pratiques de base dans le contexte. Mais pour le patient, avec ces considérations-là, qui est évalué à faible risque par nos méthodes d'évaluation, on procède à l'intubation et l'extubation selon les précautions de base. Par contre, pour le patient qui est à risque supérieur, donc à risque intermédiaire ou élevé, là, on doit se baser sur le PCR 24 heures. Ainsi, si on a un résultat qui est négatif au PCR, on peut procéder de façon sécuritaire
à notre induction de l'anesthésie et à l'extubation selon les pratiques de base. Si par contre, on a un résultat qui est positif chez un patient chez qui on doit faire l'opération, ou encore que le résultat est non disponible à cause de la situation d'urgence, à cause du niveau d'urgence de l'intervention chirurgicale, bien là, on procède aux précautions aériennes. Maintenant, dans les prochaines diapositives, je vous montre un bref aperçu de notre trajectoire en date du 3 juin. OK, donc c'est notre version 3.0. C'est une version qui possède 8 pages. Je ne passe pas de long en large au travers les pages. Je veux juste que vous compreniez un petit peu l'essence et les réflexions derrière la formation de notre trajectoire de gestion du risque pour que ce soit plus facile pour vous quand vous allez la consulter de la comprendre finalement. Notre trajectoire a été réfléchie en fonction de la gestion du risque en 3 couleurs qui sont très, très similaires là, de ce qui a été présenté par Dr. Mercier-Laporte là, au webinaire du CHUM. Ainsi, nos patients qu'on identifie à risque faible sont verts. Nos patients chez qui notre évaluation du risque nous amène à les considérer à risque intermédiaire sont oranges. Puis les patients qui présentent un risque élevé ou confirmé sont rouges. C'est une conduite qui est présentée sous forme de logigramme. On a réfléchi beaucoup à la façon simple de présenter un arbre décisionnel, un algorithme de soins qui allait pouvoir inclure le résultat au test, un peu aussi guider qui on doit tester, inclure le résultat au test puis la trajectoire que le patient allait prendre, puis aussi quoi faire si on n'a pas le temps d'attendre le résultat du test, donc en l'absence de test. C'est un processus de réflexion continue. Il y a des modifications qui sont attendues selon l'évolution des connaissances et selon notre expérience aussi avec la COVID-19 et avec le dépistage ciblé. Ainsi, là, c'est la version 3.0. Il ne serait pas surprenant que dans les prochaines semaines, mais on passe à la version 3.1, 3.2 ou encore qu'une version 4, 5 soit éventuellement développée là, au cours des prochaines semaines. Alors, pour débuter, je vous montre un encadré qui se situe là, sur la première page, tout en haut de notre trajectoire de gestion du risque au bloc opératoire. En fait, c'est la notion qu'avec un PCR 24 heures négatif, notre patient devient un patient vert. Donc, chez ces patients-là, même si initialement notre évaluation du risque nous faisait identifier ce patient-là à risque intermédiaire, mais la présence d'un résultat négatif nous fait considérer ce patient-là vert. Donc, on suit l'algorithme décisionnel du patient vert que je vous présente dans 2 diapositives. Alors, qui est vert? C'est qui nos patients identifiés à risque faible? Mais comme je viens de le dire, c'est les patients avec un PCR 24 heures négatif avant la chirurgie. C'est nos patients qui n'ont aucun symptôme qui pourrait s'apparenter à la COVID-19, qui ont respecté les recommandations de la distanciation sociale au cours des derniers jours, des recommandations qu'on va questionner à l'aide d'un outil qui a été créé par la PCI, un patient qui n'a pas eu de contact significatif avec une personne infectée, suspectée ou en investigation pour la COVID-19 au cours des 14 derniers jours, ou encore un patient qui se présente avec une infection résolue à la COVID-19. Vous avez maintenant devant vous l'arbre décisionnel ou le logigramme qui est situé directement en dessous du rectangle vert du patient à faible risque que je viens de vous présenter. Essentiellement, le logigramme est divisé en 2 côtés. Le côté gauche qui est représenté par les patients qui ont des procédures à bas risque d'aérosolisation. Le côté droit qui sont des chirurgies à haut risque de générer des aérosols. Pourquoi je parle de chirurgie et non d'anesthésie? Mais je vous ai déjà décrit un peu plus tôt que pour l'anesthésie d'un patient à risque faible, en fonction de la prévalence qu'on avait dans la région de Québec, ben cette gestion des voies aériennes-là a été réalisée en respectant les pratiques de base sans précaution additionnelle.
Ainsi, quand en plus la chirurgie est à bas risque d'aérosol, bien, tous les intervenants de la salle vont réaliser leurs soins aux patients selon les pratiques de base. Lorsque maintenant la chirurgie est à haut risque de générer des aérosols, eh bien, pour la majorité des opérations, ces patients-là vont avoir un PCR en préopératoire. Quand le résultat au PCR va être négatif 24 heures avant l'intervention, bien, les soins aux patients vont être réalisés en pratique de base par tous les intervenants. Pour les quelques patients qui sont asymptomatiques, mais qui pourraient avoir un résultat positif au PCR, mais à ce moment-là, la conduite, dans la majorité des cas, va être de reporter la chirurgie jusqu'à la résolution de l'infection. Ou bien, lorsque l'urgence de l'intervention, où est-ce qu'on peut pas reporter l'intervention, ben là, ce patient-là va suivre l'algorithme du patient rouge, où est-ce que là, tous les intervenants vont être en précaution aérienne. Malgré le risque supplémentaire, oui, pour le personnel, mais aussi pour le patient, en fonction de ce qu'on vous a présenté plus tôt, là, qui était sorti de l'article dans The Lancet. Maintenant, à droite complètement du tableau, bien, on a les patients que je vous ai parlé plus tôt, que suite au consensus des différents groupes de chirurgiens, bien, il y a quelques interventions chez qui même, si on avait réalisé un PCR et qui était négatif, bien, le risque était jugé trop grand par les intervenants actuellement, selon les connaissances actuelles, puis le confort à réaliser l'intervention, pour enlever les protections. Puisque ces chirurgies-là vont être maintenues en précaution aérienne, ben, on trouve futile de réaliser le PCR puisqu'il n'amène pas un changement de conduite. Par contre, vu que ces chirurgies-là sont réalisées avec les précautions aériennes parce qu'on juge qu'ils présentent un risque supérieur, mais on fait ces interventions-là dans les salles d'opération COVID, donc nos salles qui sont munies d'un SAS afin que tous les intervenants soient protégés. Il y a aussi toujours une case là, qui indique quoi faire quand le résultat est non disponible. Donc, dans les situations où le niveau d'urgence de l'intervention chirurgicale ne permet pas l'attente du résultat au test sans causer de préjudice au patient, bien, dans ces situations-là, quand on est en présence d'un haut risque d'aérosol, mais on va maintenir les précautions aériennes et faire la chirurgie dans une salle COVID. Maintenant, je vous présente le patient orange, donc on identifie avec notre évaluation à risque intermédiaire d'être porteur et possiblement contagieux de la COVID-19. Bien, pour être dans cette catégorie-là, il faut répondre oui à une des trois questions qui sont est-ce que c'est un patient asymptomatique mais qui a eu un contact significatif dans les 14 derniers jours avec une personne infectée, suspectée ou en investigation pour la COVID? Est-ce que le patient n'a pas respecté les recommandations de la distanciation sociale qui vont être évaluées, comme je vous ai dit plus tôt, par un questionnaire qui va être réalisé 48-72 heures avant la chirurgie par le personnel de la clinique préopératoire? C'est un peu dans cette case-là que s'insère la clientèle pédiatrique, chez qui on juge que le respect de la distanciation sociale est franchement difficile, voire impossible. C'est pour ça que tous nos enfants vont être testés dans nos milieux. Puis il y a aussi bien, les patients qui travaillent ou séjournent dans les milieux endémiques qui ont été identifiés par la prévention et le contrôle des infections. Ainsi, quand le patient répond oui à un de ces critères-là, mais il est considéré à risque intermédiaire. Donc, vous voyez maintenant que la conduite en présence d'un patient à risque intermédiaire est plus complexe là, en l'absence du PCR 24 heures pour le rendre vert. Puisque je vous rappelle, si le PCR, bien, en fait, tous les patients identifiés orange devraient avoir un PCR 24 heures avant la chirurgie. Dans les situations qu'on n'aura pas ce PCR-là ou dans les situations où est-ce que le niveau d'urgence de l'intervention ne nous permet pas de l'attendre, bien, le logigramme qui est devant vous, il va nous permettre d'orienter le patient dans la bonne trajectoire de soins. Pour ces patients-là, qui vont demeurer orange, bien là, l'intubation et l'extubation vont être réalisées avec des précautions aériennes de l'anesthésiste. Aussi, bien, quand les chirurgies vont être à haut risque de générer des aérosols, bien, un peu comme avec le patient vert, ces chirurgies-là vont être réalisées dans les salles COVID avec la
prévention, avec les précautions aériennes. Puis, heureusement, on va avoir le résultat du test, mais c'est ce qu'on voit en plein centre. Bien, quand on a pour un patient à risque intermédiaire un test négatif, on est rassuré et on établit les précautions en fonction de l'algorithme du patient vert. Si le résultat est positif, mais c'est toujours la même réflexion. Euh, on le reporte ou bien la chirurgie est trop urgente, il faut l'effectuer, puis on met les précautions maximales. Finalement, la section de notre trajectoire qui est réservée aux patients rouges, ben, la conduite avec un patient à risque élevé ou confirmé est assez simple. Dans le fond, dans ces cas-là, on va maintenir les précautions maximales. Donc, toutes nos interventions vont être réalisées dans les salles COVID avec les précautions aériennes. Puis, ben, nos patients à risque élevé ou confirmé, ben, c'est des patients qui ont un test COVID positif avec ou sans symptômes. C'est les patients qui présentent des symptômes reliés à la COVID en l'absence de tests lorsque le niveau d'urgence de l'intervention ne nous permet pas d'attendre le résultat. Donc, finalement, nos patients COVID confirmés ou COVID suspectés. Alors, voici la conduite qu'on va suivre pour les patients qui sont considérés à risque élevé lors de leur intervention chirurgicale. Naturellement, ça ne devrait pas comprendre un très grand nombre de patients parce que quand les patients sont à risque élevé, la majorité devrait être reportée quand c'est possible, étant donné le risque significatif pour le patient là, de procéder à la chirurgie, comme nous avons décrit plus tôt avec les résultats de l'étude qui est parue dans The Lancet tout dernièrement. Comme vous avez pu remarquer au fil de mes interventions, les urgences chirurgicales comportent certaines particularités. Pour les urgences graves, bien, on n'a pas le temps d'attendre le PCR, donc notre conduite va aller en fonction de notre évaluation du risque pour le patient. Puis bien, ceux qui peuvent présenter des symptômes s'apparentant à la COVID, mais ils vont être considérés COVID suspectés, donc réalisés selon les pratiques de précaution maximales là, dans nos salles COVID. Pour les urgences qui peuvent attendre le résultat du PCR, mais là, c'est la responsabilité du chirurgien qui évalue son patient de répondre à certaines questions pour bien l'orienter dans sa trajectoire, puis pour pouvoir finalement prescrire un test au patient qu'il nécessite. Donc, naturellement, chez tous les patients symptomatiques, bien, le test va être réalisé pour savoir si ce symptôme-là, il pourrait être apparenté, il pourrait être présent à cause de la COVID. Ensuite, il va falloir déterminer si le patient présente un risque intermédiaire. Donc, est-ce qu'il y a eu des contacts significatifs? Est-ce qu'il a fait un effort de respecter les recommandations de la distanciation sociale du ministère? Puis, est-ce que le patient il a travaillé ou séjourné dans un milieu endémique? Si le patient répond oui à une de ces questions, ou si c'est un enfant, le PCR est indiqué. Ensuite, le chirurgien doit se poser la question, est-ce que mon intervention est à haut risque de générer des aérosols? Si la réponse est oui, le PCR est encore une fois indiqué. C'est donc pas une évaluation qui est très longue à faire, juste se poser les quelques questions nécessaires à prescrire le test là, lorsque opportun. Pour terminer, je vous présente ce qu'on retrouve à l'annexe de notre document de gestion du risque associé aux IMGA, bloc opératoire. C'est possiblement ce qui est le plus à risque de se modifier dans le temps selon l'évolution des connaissances. D'abord, la conduite pour la chirurgie ORL. Ce qu'on voit, c'est que pour chaque spécialité qui est génératrice d'aérosols, les interventions sont divisées en grandes catégories en fonction des IMGA chez qui le PCR est indiqué, donc chez qui, en présence d'un résultat négatif, on va changer nos conduites. Puis, plus bas, il y a aussi les chirurgies à haut risque d'aérosol, mais qui vont être des exclusions à effectuer le PCR chez le patient vert. Pourquoi je dis chez le patient vert? Parce que le patient orange, il va lui tout le temps être testé. Puis la raison de le tester, c'est pour la gestion des voies aériennes par l'anesthésiste. Parce que en présence d'un test négatif, même si on procède à la chirurgie avec les précautions aériennes dans une salle COVID, l'intubation puis l'extubation, elles, on va être confortable de les réaliser sans
attendre le temps d'aérosolisation. Ça va être seulement la phase chirurgicale qui va être en précaution aérienne, puis suite à la fin de la chirurgie qu'on va respecter les temps d'échange d'air de nos salles. L'extubation va pouvoir être réalisée en sécurité selon les pratiques de base là, pour ces patients-là. Donc, on voit ici, en regardant pour la chirurgie ORL, qu'essentiellement, c'est les chirurgies du nez et des sinus qui sont exclues puis qui vont être réalisées pour tout patient dans nos salles COVID. Et je termine en vous illustrant la position pour la chirurgie thoracique, qui inclut la chirurgie cardiaque pédiatrique, comme vous voyez entre la parenthèse. Là. Pourquoi la chirurgie cardiaque pédiatrique seulement? Mais c'est parce qu'on ne fait pas de chirurgie cardiaque adulte dans le CHU de Québec, tout simplement. Ce qu'on voit, c'est qu'ici, il n'y en a pas d'exclusion au PCR. Donc, il n'y en a pas de chirurgie où est-ce qu'en présence d'un test négatif, on maintiendrait les précautions aériennes. Donc, ici, pour toutes les interventions sur le poumon ou la plèvre, un PCR va être réalisé parce que ça va changer notre conduite. Alors voilà, voici ce qui complète ma partie de la présentation. Je vous remercie d'avoir été attentif en espérant que le contenu de celle-ci vous sera utile là, pour votre pratique dans vos différents milieux. Merci, Dr. Cadoret. Donc, cette présentation ne serait pas complète sans un rappel de certaines notions d'épidémiologie. Le Dr. Gaston Dessert de l'Institut national de la santé publique a accepté de s'associer à nous pour ce petit rappel. Donc, le Dr. Dessert se servira surtout d'exemples tirés de l'épidémiologie métropolitaine de la COVID-19 pour illustrer son propos. Dr. Dessert, la parole est à vous. Bonjour, je me présente, je suis Gaston Dessert, je suis médecin épidémiologiste à l'unité d'immunisation de l'Institut national de santé publique du Québec et je suis professeur d'épidémiologie à l'Université Laval. Je vais vous parler de certains concepts épidémiologiques qui sont importants pour comprendre quel est le risque de devenir infecté par le SARS-CoV si vous avez à opérer un patient qui est asymptomatique et dont le PCR est négatif. Plusieurs mesures épidémiologiques sont utilisées pour décrire des réalités un peu différentes. Alors, la première mesure de fréquence, c'est l'incidence, que vous connaissez probablement bien, qui est le nombre de nouveaux cas dans une période de temps de suivi. Donc, on parle ici d'une vitesse, à quelle vitesse les nouveaux cas arrivent. Et par exemple, on va parler de 50 cas par 100 000 personnes jour pour décrire la vitesse à laquelle la maladie touche cette population-là. L'incidence cumulative n'est pas une vitesse. C'est une proportion. C'est la proportion de la population qui a été malade au cours d'une période de temps donné. Alors, cette incidence-là pourrait être l'incidence cumulative des cas de COVID confirmés. Ça pourrait être l'incidence cumulative de l'infection, donc non seulement des gens symptomatiques, mais de toutes les personnes qui ont été infectées. L'incidence cumulative, on parle souvent comme synonyme du risque ou du taux d'attaque en maladie infectieuse. Une autre mesure de fréquence, c'est la prévalence. La prévalence, c'est la proportion de la population qui a une caractéristique spécifique à un moment donné. Donc, on doit toujours parler de à quel moment. Et par exemple, si on parle de la prévalence des personnes contagieuses parmi les personnes asymptomatiques, on va dire pour le 12 juin 2020, cette prévalence-là était de telle valeur. On pourrait avoir la prévalence des gens qui ont des anticorps contre le virus à la date, par exemple, du 12 juin. Évidemment, la prévalence, c'est une proportion, l'incidence cumulative, c'est une proportion, mais elles sont généralement représentatives de phénomènes assez différents. Ici, on a une courbe dans laquelle on voit le nombre de nouveaux cas par jour qui ont été identifiés au Québec entre le début mars et la deuxième semaine de juin. Si on veut mesurer l'incidence cumulative, donc l'ensemble, la proportion des gens qui ont été infectés et ont développé la COVID dans cette période-là, on va devoir faire la somme de tous les cas et diviser cette somme-là par la taille de la population du Québec pour obtenir notre incidence cumulative. À l'inverse, ici, on a une courbe qui ne fait que monter parce que c'est la courbe du nombre cumulatif de cas. Donc, à chaque jour, on additionne les anciens cas et les nouveaux cas. Donc, cette courbe-là ne fait que progresser.
On pourra calculer l'incidence cumulative à une date particulière en prenant le nombre cumulatif à cette date-là et en le divisant par la taille de la population. Et on obtiendra à ce moment-là l'incidence cumulative. Quand on parle de la région de Montréal et de Laval, qui ont été très touchés par la COVID-19, on a ici le nombre de cas confirmés qui ont été identifiés à chaque jour pendant la période de février à juin. Et encore une fois, on devra additionner tous ces cas-là et diviser cette somme par la taille de la population de la région de Montréal et de Laval pour obtenir l'incidence cumulative des cas confirmés pour ces deux régions. Ici, on a un graphique où on présente un taux cumulatif par 100 000. Donc, on prend le nombre cumulatif à chaque date et on le divise par la population et on voit évoluer ce taux cumulatif-là à travers les jours. On voit bien que la région de Montréal et de Laval ont été très touchées et surpassent largement ce qui s'est produit autour de Montréal et encore plus dans les autres régions de la province. Dans ce tableau-ci, on présente le taux cumulatif à la fin de la première semaine de juin et on voit que pour Montréal et pour Laval, on avait des taux de 1272, 1266 par 100 000 de population, qui étaient de loin les taux les plus importants de la province. Et ça correspond donc à une incidence cumulative d'à peu près 1,3 %. Donc 1,3 % de la population de Montréal et de Laval avait eu une COVID-19 confirmée depuis le début de la pandémie. Ce chiffre-là, évidemment, sous-estime la fréquence réelle de l'infection parce qu'elle ne tient pas compte du fait que certains individus symptomatiques n'ont pas consulté, certains individus symptomatiques ont consulté mais n'ont pas été testés, et certains individus symptomatiques ont été consultés, ont été testés, mais leur test était faussement négatif, donc ça a pu sous-estimer. Et finalement, on peut avoir toutes les personnes infectées qui sont restées asymptomatiques et qui n'ont évidemment pas été testées pour obtenir la totalité des infections qui seraient produites à Montréal et à Laval. La séroprévalence des anticorps, c'est une proportion donc de la population qui est porteuse d'anticorps à un moment donné. Et évidemment, lorsqu'on va mener des études pour ce virus-là, si on assume que 100% des personnes infectées par le virus ont développé des anticorps qui restent pendant plusieurs mois, lorsqu'on va mesurer cette prévalence-là, ça va représenter de fait l'incidence cumulative de l'infection depuis le mois de février dans la population. Pour les régions de Montréal et Laval, on s'attend à ce qu'environ 10% de la population ait été infectée entre février et juin. Et pour vérifier cette hypothèse-là, on mène actuellement une étude avec le personnel d'EMA Québec pour vérifier la prévalence des anticorps dans la population de Montréal et de Laval et après dans l'ensemble de la province. Cette prévalence-là des personnes avec des anticorps, c'est très différent de la prévalence des personnes contagieuses. Quand on regarde la prévalence qui a été retrouvée pour les anticorps contre le SARS-CoV dans plusieurs endroits très touchés, par exemple, en Italie, à Milan, 9% des donneurs de sang avaient des anticorps. À Madrid, qui a été très touché, 11% des individus étaient porteurs. Aux Pays-Bas, en Belgique, 3 à 4%. Mais c'est l'État de New York et la ville de New York avec 14% et 21% qui ont de loin les séroprévalences d'anticorps les plus élevées qui ont été publiées jusqu'à maintenant. Il faut parler des taux de positivité des tests PCR parce qu'on va souvent confondre ça avec la prévalence de la contagiosité. Le taux de positivité, c'est la proportion des personnes testées chez qui le virus est détecté par PCR et c'est effectivement une prévalence, mais parmi un sous-groupe bien particulier. Si on prend ici pour les régions de Montréal et de Laval, on a le nombre de tests faits à chaque jour et en orange, on a les tests qui sont négatifs. En rouge, on a les tests qui sont positifs, donc les gens qui avaient le virus. Et à partir de ces deux nombres-là, la ligne noire représente le taux de positivité, dont l'échelle est à droite du graphique. Et on voit que ce taux de positivité-là est parti assez bas et monté jusqu'à plus de 25%.
et est redescendu maintenant autour de 5 pour la première semaine de juin. Ce taux de positivité-là, donc, c'est parmi les gens qui ont été testés à chaque jour. Ce taux de positivité-là ne représente pas la prévalence dans l'ensemble de la population pour deux raisons. Tout d'abord, seulement une toute petite partie de la population est testée. Et en fait, pour les deux régions, on parle d'environ 2000 à 4000 tests par jour, soit environ moins de 0,2% de la population de 2,5 millions de personnes. Par ailleurs, les personnes testées sont généralement des personnes symptomatiques et les quelques individus asymptomatiques qui sont testés sont des personnes qui sont testées dans le cadre d'investigations de milieux d'éclosion, donc des gens qui ont une prévalence de l'infection qui est certainement beaucoup plus élevée que dans la population générale. Donc, le taux de positivité des personnes qui sont testées n'est pas représentatif de la prévalence des cas contagieux dans toute la population. Ça surestime considérablement cette prévalence et vous allez voir pourquoi. Donc, si on parle de la prévalence des personnes contagieuses, c'est encore une fois la proportion de la population qui est infectée et contagieuse à un moment donné. Pour la région de Laval et Montréal, si on pense à 4000 tests par jour, dont 5 sont positifs, donc on aurait identifié à chaque jour 200 cas. Évidemment, ces 200 cas-là, par exemple aujourd'hui, ne représenteraient pas la prévalence des personnes contagieuses parce que plusieurs personnes qui ont été testées hier, avant-hier, sont encore contagieuses. Et donc, comme la durée moyenne de la contagiosité est d'environ 12 jours, si on multiplie nos 200 cas trouvés par jour par 12 jours, on aurait à notre jour d'intérêt 2400 cas contagieux. Si on divise ces 2400 cas par la population de Montréal et Laval de 2,5 millions, on arriverait à une prévalence de 1 par 1000 de population. Évidemment, toutes les personnes symptomatiques ne viennent pas consulter et sous l'hypothèse qu'on aurait un individu symptomatique sur deux qui aurait eu un test, donc on en manque un sur deux, il faudrait multiplier cette prévalence-là par un facteur de 2 et on arriverait à une prévalence de 1 par 500 de population. Là, on parle toujours de la prévalence chez les individus symptomatiques. Si on parle des individus asymptomatiques, qui sont vraiment les individus qui nous intéressent dans le cadre de la chirurgie, on va regarder le taux de positivité chez ces personnes-là, mais on ne le connaît pas. Cependant, on sait qu'il est beaucoup plus faible que chez les personnes symptomatiques et d'être au moins 5 fois plus faible, c'est très conservateur. Et même avec un taux 5 fois plus faible, on arriverait à une prévalence de 1 par 2500 individus asymptomatiques. Si maintenant on fait un test de PCR chez les individus asymptomatiques, on va détecter beaucoup d'individus qui seraient porteurs du virus et il ne nous restera que les individus qui ont un faux négatif. Et donc, si on assume que la PCR a une sensibilité de 80%, on aura 20% de faux négatifs. Et la prévalence résiduelle des patients contagieux asymptomatiques qui auraient eu un test PCR négatif serait inférieure à 1 par 12 500 patients. Donc, en conclusion, la prévalence actuelle d'individus infectés par le SARS-CoV-2 et contagieux parmi les personnes asymptomatiques des régions de Montréal et de Laval, elle est très basse et elle est vraisemblablement inférieure à 1 par 2500 individus asymptomatiques de ces deux régions. La probabilité qu'un patient asymptomatique à qui on a fait un PCR dans les 24 heures et qui est négatif, la probabilité que ce patient-là soit malgré tout contagieux devient très faible, c'est-à-dire moins de 1 par 12 500 patients, ce qui n'est pas un risque nul, mais certainement un risque infime. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup, Dr. Dessert. Merci beaucoup, Dr. Dessert. Merci encore à Dr. Besma-Smith et à Dr. Cadoret. Tous ceux dont les noms apparaissent actuellement au tableau ont contribué de façon importante au cours des nombreuses réunions et échanges par courriel afin d'élaborer la meilleure stratégie de gestion des INGA. Je pense ici à Dr. Pierre-Louis Cadoret, Dr. Nicolas Côte, Dr. Jean-Pierre Gagné, Dr. José Gagnon, Dr. Patrick Giroux, Dr. Marie Gourdeau, Dr. Philippe Lachance,
Dr Marie-Claude Roy et Dr Patrick Savard. De plus, la contribution de la Dr Bestman-Smith aux différentes rondes de consultation avec les groupes de chirurgiens a été importante et fort utile. Elle mérite vraiment d'être soulignée. Enfin, l'élaboration de cette stratégie n'aurait pas été possible sans la rétroaction constante des responsables de trajectoire de chacun des milieux du CHU de Québec, qui participaient eux aussi à la réflexion et aux tests de réalité de l'application des différentes versions de la stratégie. Je voudrais donc souligner l'apport de Dr Sophie Gagnon, Dr Laurélie Harvey, Dr Julie Bédard, Dr Maxime de Varennes-Guay, Dr Mathieu Asselin, Dr Denis Tremblay, Dr Esther Breton, Dr Marielle Frizet et enfin Dr Marie-Hélène Tremblay. Sur ce, je vous remercie de votre attention et je vous dis peut-être à une prochaine fois.